Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal consacrée au défi de la stabilisation dans le bassin du lac Tchad. Nous reviendrons pour cette occasion sur la gestion des sorties de Boko Haram, la démobilisation des groupes armés affiliés au gouvernement et leur contribution à la cohésion sociale et la justice transitionnelle. Reportage et analyse à suivre dans un instant. Le lac Tchad ainsi que son bassin actif représentent une importante source d'eau douce partagée entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine. Depuis des milliers d'années, il est un centre de progrès, d'échanges commerciaux et culturels entre les communautés du nord du Sahara et celles du sud. Face aux nombreux défis qu'il rencontre et le ralentissement de sa reconstruction, la Commission du bassin du lac Tchad et ses partenaires se sont réunis lors de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin au Nigeria. La rencontre tenue du 29 au 31 janvier 2025 a permis d'aborder la question des défis afin de les transformer en opportunités. Pauline Minka. Dans un contexte d'urgence sécuritaire et humanitaire, la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, l'Union africaine et les partenaires techniques financiers se sont réunis du 29 au 31 janvier 2025 lors de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad au Nigeria. La rencontre visait à aborder les défis liés à la reconstruction du bassin et des propositions stratégiques supplémentaires pour une paix et une stabilité durable. Nous faisons face à des défis complexes et interconnectés, des crises environnementales, des tensions sociales et politiques, des inégalités croissantes et des menaces transnationales. Au cours des 15 dernières années, la région du bassin du lac Tchad a été fortement touchée par le conflit avec Boko Haram. Pour faire face aux défis sécuritaires et aux conflits, la force multinationale mixte FMM a été réactivée en 2015 afin de lancer une contre-offensive militaire contre Boko Haram. Dans la foulée de la mise en place et des succès de la FMM, la Commission du bassin du lac Tchad a élaboré en 2018, avec l'appui de l'Union africaine, la stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones affectées dans la région du bassin. L'Union africaine, comme toute autre partie prenante, apprécie les démarches progressives de la transition, de la stabilité et le retour à la paix. Pour maintenir la tendance, il est essentiel de réajuster les priorités pour élever les défis émergents et les opportunités dans la région. Comme stratégie supplémentaire, la CBLT, l'Union africaine et leurs partenaires ont lancé le Fonds spécial de mise en œuvre multipartenaire et la facilité de financement Nexus dans le bassin du lac Tchad. Ces mécanismes visent à renforcer la résilience, promouvoir un développement durable et consolider la paix dans cette région gravement touchée par l'insécurité et les déplacements forcés. La nécessité d'intégrer une approche Nexus plus forte est la préoccupation dans la nouvelle stratégie. Nous avons découvert un écart dans le lien entre l'humanitaire, le développement et la consolidation des actions de paix dont le RSS a pris cela en considération. En dépit des défis sécuritaires, la région du bassin du lac Tchad connaît également des difficultés liées au manque de collaboration entre les nations et à la hausse démographique. Au cours de l'année 2025, la population du bassin dépassera 36 millions selon les projections faites par la Commission. Créée en 1964, la Commission du bassin du lac Tchad entend mettre tout en œuvre pour favoriser la stabilité, la résilience et la prospérité dans la région. Au cours des 15 dernières années, le bassin du lac Tchad a été affecté par le conflit avec le groupe terroriste Boko Haram. La crise actuelle est aggravée par d'autres facteurs socio-économiques, notamment l'extrême pauvreté, le sous-développement, le changement climatique et d'autres conflits. Pour pallier ce problème, la Commission du bassin du lac Tchad a élaboré la stratégie régionale de stabilisation et de relèvement et de résilience des zones dans le bassin du lac Tchad affectées par Boko Haram avec l'appui de l'Union africaine et du Programme des Nations Unies pour le développement. Plus de précisions avec Nana Kamsukom.
Les 4 pays riverains du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, sont confrontés à des défis sans précédent intensifiés par les violences régulièrement perpétrées par Boko Haram et d'autres groupes extrémistes. L'instabilité qui en résulte a ralenti la croissance économique et aggravé les problèmes environnementaux et de développement existants dans la région du bassin du lac Tchad. Afin d'assurer la stabilisation de la région, le Conseil des ministres du CBLT veut implémenter des stratégies régionales pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones affectées par Boko Haram dans la région du bassin du lac. Terrorism, climate change, migration, most of the time Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, la plupart du temps, ne respectent pas les frontières internationales. Nous devons garantir la coopération transfrontalière et la prochaine phase de la stratégie en tient compte. And the next phase of the strategy has taken that into consideration. La stratégie régionale de stabilisation s'appuie sur l'inclusion, l'appropriation locale et une nouvelle façon de travailler. Elle a été déclinée dans les plans d'action territoriaux de chacun des 8 territoires les plus affectés par le conflit avec le groupe terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Au cours des dernières années, cette stratégie a permis de rétablir le contrat social entre les États et les communautés en mettant en place des infrastructures essentielles et des services de base. We will ensure the implementation by providing bottom-up approach. Nous assurerons la mise en œuvre en adoptant une approche par tous, en veillant à ce que les communautés locales qui sont les plus touchées soient à ce niveau, au niveau de la direction, et à ce que tout soit ensemble pour veiller à ce que cette stratégie soit mise en œuvre afin que nous ramenons nos concitoyens dans leur communauté. This strategy is implemented so that we take back our people to their respective communities. Les impacts vont des déplacements internes et transfrontaliers massifs à la destruction du tissu social et des biens, aux violations des droits de l'homme, aux services publics perturbés et aux capacités limitées des institutions étatiques. En août 2024, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun accueillent environ 6 millions de personnes affectées, dont des réfugiés et des personnes déplacées internes. Parmi les populations touchées, 13% se trouvent au Cameroun, 9% au Niger, 5% au Tchad et 74% au Nigeria. Les valeurs culturelles que nous avons partagées au fil des ans pour au moins engager leur communauté à apporter la paix dans le bassin. Malgré les succès et les réalisations du CBLT, les factions de Boko Haram ont continué à faire des ravages par la violence et des attaques sporadiques contre les communautés. À la lumière de ces développements, la SRS a été révisée pour prendre en compte la situation actuelle et les priorités des États des communautés. La Commission du bassin du lac Tchad, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et leurs partenaires ont récemment procédé au lancement du fonds spécial de mise en œuvre multipartenaire et de la facilité de financement Nexus. Dans un contexte où l'instabilité demeure une menace constante, ces nouvelles initiatives pourraient constituer un levier essentiel pour transformer le bassin du lac Tchad en un espace de résilience et de prospérité partagée. Un reportage signé Philomène Tiné. Le lancement du Fonds spécial de mise en œuvre multipartenaire SMDF et de la facilité de financement Nexus NFF marque un tournant décisif pour le bassin du lac Tchad, une région touchée par l'insécurité et les crises humanitaires. Ces nouveaux dispositifs financiers visent à renforcer la résilience, promouvoir un développement durable et consolider la paix dans la région gravement touchée par l'insécurité et les déplacements forcés. Il est essentiel de veiller à ce que l'accent soit mis de manière plus délibérée sur l'aide humanitaire, le développement et le nexus paix-développement, en créant un espace pour le développement transitoire, le renforcement de la résilience et l'amélioration des conditions de vie. La planification du développement devrait faciliter la transition d'une réponse à la crise vers un développement durable.
mise en œuvre par la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, et d'autres acteurs internationaux, la SMDF soutient la stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones touchées par Boko Haram en renforçant la coordination des efforts de stabilisation, la résilience et la cohésion sociale. De son côté, la NFF propose un modèle de financement flexible et pluriannuel visant à harmoniser les actions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix. Nos efforts pour reconstruire l'État et restaurer le contrat social entre le gouvernement et les communautés ont permis de réaliser des avancées significatives, notamment en fournissant les infrastructures essentielles, en renforçant la sécurité et en créant des moyens de subsistance pour notre population. La Commission du bassin du lac Tchad joue un rôle crucial en encourageant les pays membres à collaborer pour trouver des solutions durables aux défis de la région. Un autre axe prioritaire sera d'accroître la coopération avec les organisations de la société civile qui sont des acteurs incontournables des solutions locales et pérennes. Le travail avec la société civile, c'est au-delà du partenariat, c'est contribuer à l'efficacité. Parce que la société civile peut apporter l'expertise, mais aussi les innovations et la flexibilité dans les tâches et les travaux. Le bassin du lac Tchad, touchant le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, est une région instable en raison de la présence de groupes terroristes dont Boko Haram. Ce groupe islamiste mène des attaques violentes dans cette zone. Un assaut attribué à Boko Haram a eu lieu la nuit du 27 au 28 octobre 2024, faisant une quarantaine de pertes en vie humaine au sein des forces armées tchadiennes, avec des dizaines d'autres blessés. L'actu de nos régions, signé cette semaine par Paul-Marcel Mayagui, nous emmène dans la zone commune Afrique australe et centrale, où à l'occasion d'un sommet EAC-SADC sur la RD Congo, les dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Sur la question du développement du commerce et de l'intégration régionale, nous resterons en Afrique australe, où la SADC a lancé le rapport de l'étude sur la main levée du temps le long du corridor commercial régional Nord-Sud. Enfin, nous nous intéresserons au développement de l'industrie musicale en Afrique grâce à l'action concertée de l'Union africaine et la Fondation Music in Africa. Réunis en sommet extraordinaire le 8 janvier 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté des États d'Afrique de l'Est appellent à un cessez-le-feu immédiat et un arrêt des combats dans l'Est de la RDC. Depuis la prise de la ville de Goma en janvier 2025 par la coalition politico-rebelle AFC M23, soutenue par le Rwanda, a occasionné de nombreux dégâts et des pertes de vies humaines. L'ONU parle d'au moins 3000 morts et un nombre très élevé de blessés. Les dirigeants des blocs ont également appelé à la réouverture des accès stratégiques pour acheminer sans entrave de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. En effet, depuis les violents combats du 26 janvier 2024, la ville de Goma est quasiment coupée du reste du pays. Dans un communiqué final publié à l'issue de la rencontre, il est également précisé que le sommet conjoint a réaffirmé le rôle crucial des processus de Luanda et de Nairobi et a ordonné que les deux soient fusionnés par un processus de Luanda-Nairobi. Le sommet conjoint a en outre décidé de renforcer les deux processus afin d'améliorer leur complémentarité. Afin d'améliorer selon l'efficacité commerciale et l'intégration régionale la communauté de développement de l'Afrique australe dans le cadre du programme de facilitation des échanges, a lancé le 5 février 2025 un rapport d'étude sur le temps de main levée le long du corridor commercial régional nord-sud de la SADC. Outil mondialement reconnu, ce rapport permet de mesurer le temps nécessaire aux marchandises pour circuler dans la chaîne d'approvisionnement, y compris les processus de dédouanement. Cette étude constitue la première analyse complète du corridor nord-sud, une route commerciale essentielle reliant les principaux ports maritimes et postes frontières de la région. La recherche coordonnée par le secrétariat
de la SADC s'étend au port de Durban en Afrique du Sud, au poste frontière de Kazum-Balesa en Zambie, couvrant les points de transit cruciaux tels que Bethbridge et le poste frontière à guichet unique de Chirundu. La Commission de l'Union africaine et la Fondation Music in Africa ont signé le 29 janvier 2025 un accord de partenariat historique. Ce partenariat vise à renforcer le secteur musical africain, à protéger les artistes et à promouvoir le rôle de la musique dans le développement économique et durable de l'Afrique. Dans le cadre de cet accord, les deux parties entendent jouer un rôle stratégique dans l'amplification de la portée et de l'impact de l'industrie musicale et culturelle africaine à travers une série d'interventions dans les domaines clés pour renforcer les échanges culturels et favoriser l'unité conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Selon l'ambassadrice Minata Samante Sissouma, commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, l'institution panafricaine, à travers la signature de ce partenariat, réaffirme son engagement à soutenir le secteur créatif africain en veillant à ce que la musique reste un outil essentiel pour la transformation sociale, le progrès économique et la diplomatie culturelle. La commission mixte franco-camerounaise pluridisciplinaire sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971 a rendu ses travaux au président de la République française Emmanuel Macron et au président de la République du Cameroun Paul Biya lors d'une séquence de restitution en deux temps qui s'est ouverte à Paris le 21 janvier 2025 et s'est clôturée à Yaoundé le 28 janvier. Le volet recherche dirigé par Karine Ramondi et composé de 14 chercheurs camerounais et français a rendu un rapport scientifique de près de 1000 pages accompagné de recommandations mémorielles. Le volet artistique dirigé par Big Bassi a proposé une trentaine de productions artistiques et culturelles dans le cadre d'une saison culturelle sur le thème des funérailles de la mémoire. Catherine Gombey revient sur ces événements. Rétablir la vérité et réhabiliter les héros de la lutte pour les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971, période de l'histoire franco-camerounaise qui reste encore méconnue. Le 28 janvier 2025, le rapport qui doit remplir cette double mission et qui s'est penché sur le rôle de Paris avant et après l'indépendance du Cameroun a été remis au chef de l'État camerounais, Paul Biya. Ces plus de 1000 pages se basent sur des archives déclassifiées, des témoignages et des enquêtes de terrain. Lors des cérémonies de remise à Yaoundé et à Paris, les deux présidents ont évoqué la création d'un comité de suivi des recommandations, la révision des programmes d'enseignement et le soutien à la recherche en histoire sur la période. D'emblée, je voudrais préciser qu'au moment où nous prenions la décision commune en juillet 2022 de mettre sur pied cette commission franco-camerounaise, notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années pour que la relation entre la France et le Cameroun puisse connaître de nouveaux développements. Il y a lieu de rappeler ici que je faisais déjà observer en 1987 dans mon livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire » que, je cite, « L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dignes enfants issus de notre terroir. Leurs œuvres ont été saluées. » Ce document est le fruit du travail de 14 chercheurs camerounais et français de diverses spécialités qui ont travaillé durant 20 mois sur les périodes précédant et succédant l'indépendance du Cameroun en 1960. En effet, face à la montée du mouvement indépendantiste après la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises mettent en œuvre une répression multiple, policière, administrative, judiciaire, mais aussi politique. À partir de 1955, la répression s'intensifie et se généralise à l'ensemble de la société. L'Union des populations du Cameroun, UPC, parti indépendantiste, est interdite. Ses leaders entrent dans la clandestinité. La répression se solde par la mort de dizaines de milliers de militants et l'assassinat des leaders indépendantistes comme Ruben Omniobé en 1958, Félix Momi en 1960 ou encore Ernest Mondier en 1971. C'est un document historique, un document d'histoire
qui permet d'écrire une histoire commune, une histoire qui n'appartient pas seulement à la France, une histoire qui n'appartient pas seulement au Cameroun, mais une histoire collective entre ces deux nations. Maintenant, ce rapport aussi montre comment est-ce que le Cameroun s'est imposé ou alors le Cameroun a occupé la scène internationale après son indépendance et comment la France a continué à tirer quelque part son épingle du jeu. Du côté de la France, la remise du rapport constitue une étape importante vers la poursuite de relations diplomatiques apaisées avec le Cameroun. Ce rapport et les suites qui y seront données vont nous permettre d'ouvrir une nouvelle page de la relation bilatérale et de bâtir ensemble un avenir apaisé en comptant aussi sur les liens humains très forts qui existent entre nos sociétés civiles. C'est en février 2023, au lendemain de la visite du président français au Cameroun, que la commission mémoire avait été instituée avec comme mission principale d'éclaircir le rôle et l'engagement de la France dans la répression au Cameroun de 1945 à 1971. Le rapport de la commission mémoire a été produit par une équipe pluridisciplinaire d'experts, co-dirigée par l'historienne française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blik Bassi. La 57e session de la Commission économique pour l'Afrique se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 22 au 28 février 2025 sous le thème « Faire progresser la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, proposer des actions stratégiques transformatrices ». Cet événement réunira des ministres, des experts, des organisations internationales et des acteurs du secteur privé pour discuter des politiques et actions concrètes en vue de réaliser un développement économique durable et inclusif en Afrique. La 3e conférence foncière arabe se tiendra à Rabat du 18 au 20 février 2025 sous le thème « Solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation ». La conférence est une étape importante dans la promotion de la bonne gouvernance foncière pour la réalisation des dividendes sociaux, économiques, environnementaux et de paix dans la région arabe. Elle devrait permettre de partager des connaissances sur les bonnes pratiques et les innovations, de développer les capacités et de promouvoir la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur foncier. Le 5e sommet annuel Finance in Common se tiendra du 26 au 28 février 2025 à Cape Town, en République d'Afrique du Sud, avec pour thème général « Favoriser les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable ». Dans la perspective de la présidence sud-africaine du G20, le sommet se concentrera sur des enjeux clés de développement tels que les infrastructures pour l'action climatique, l'adaptation et la résilience, la finance inclusive et la transformation numérique. Cet événement sera un sommet de solutions au cours duquel les banques publiques de développement et leurs parties prenantes présenteront des réponses concrètes et à impact positif visant à faire de la durabilité la nouvelle norme de la finance. Nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le 2 mai 2023, Leonardo Santos Simão est un fervent défenseur de la diplomatie scientifique et de la coopération internationale transfrontalière, motivé par l'objectif de faire progresser les soins de santé et le développement socio-économique en Afrique. Il réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts inlassables de la CEDEAO pour consolider la paix et la démocratie tout en appelant à un partenariat plus fort pour relever les défis auxquels est confrontée la région de l'Afrique de l'Ouest. Sarah Yemele nous dresse son portrait. Le Mozambicain Leonardo Santos Simão, nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel le 2 mai 2023, est un diplomate chevronné dans les affaires internationales, la diplomatie et la médiation, animé par l'objectif de faire progresser les soins de santé et de développement socio-économique en Afrique. I commended the decision made by Cameroon and Nigeria
J'ai commandé la décision du Cameroun et du Nigeria d'achever la démarcation de leurs frontières d'ici la fin de l'année 2025, dans le cadre adopté par la commission mixte Cameroun-Nigeria. Il s'agit d'une avancée majeure pour une paix et une sécurité durable, surtout si l'on considère que l'ensemble du processus s'étend sur 2100 km. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'administration publique et les affaires internationales, Leonardo Santos Simawa réaffirme l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts inlassables de la CEDEAO pour consolider la paix et la démocratie, tout en appelant à un partenariat plus fort pour relever les défis auxquels est confrontée la région de l'Afrique de l'Ouest. Le diplomate exhorte également les représentants des pays de l'AES et les organes de la CEDEAO à forger et à maintenir de bonnes relations, ainsi qu'à renforcer la coopération sous-régionale dans l'intérêt de leur population. Nous continuerons de travailler avec la CEDEAO et les pays de la sous-région pour renforcer la coopération régionale et préserver la paix et la stabilité dans l'intérêt des populations de la sous-région. Dans le cadre de la préservation des acquis, l'harmonisation des efforts visant la consolidation de l'intégration régionale, le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel préconise le dialogue comme instrument clé pour faciliter les échanges entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Bien que les efforts déployés pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme aient commencé à donner des résultats positifs, de nouveaux défis sont apparus qui exigent une attention soutenue et ciblée de la part de toutes les parties prenantes. Leonardo Santos Simawa, titulaire d'une maîtrise en santé publique, a été ministre de la Santé du Mozambique de 1988 à 1994 et ministre des Affaires étrangères et de la coopération de 1994 à 2005. Entre 2009 et 2014, il a présidé l'équipe technique de médiation de la communauté de développement de l'Afrique australe pour Madagascar. Merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez connectés sur nos différentes plateformes, notamment africa24tv.com et l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.